Christophe Tanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UNIS, syndicat des professionnels de l'immobilier, qui regroupe en fait l'ensemble des métiers de la gestion à la transaction en passant par l'expertise. Alors cet été, de nouvelles règles sont entrées en vigueur et qui modifient les rapports locatifs entre bailleurs et propriétaires. L'une des plus symboliques, c'est l'encadrement des loyers qui est entré en vigueur à Paris depuis le 1er août. Vous souhaitez abroger ce dispositif ? Écoutez, oui, parce que d'abord, il intervient à un moment qui est quand même très surprenant, c'est que depuis plusieurs mois, nous constatons une baisse ou une stagnation au mieux des loyers. Donc on est toujours étonné que les pouvoirs publics prennent des mesures sans écouter le marché. Donc c'est vrai que depuis plusieurs années, les loyers augmentaient à Paris. Mais là, le recul est suffisant pour voir qu'effectivement, ces loyers diminuaient. Et parfois de manière sensible, on a vu des diminutions de 15 à 20% des loyers. C'est à ce moment-là que l'encadrement sort. Alors il faut remettre les choses à leur juste place. Qu'est-ce que ça concerne? Ça va concerner, d'après les études de Clameur, qui est quand même très bien informé, puisque c'est un outil statistique connu dans la matière, on va avoir en fait 9,5% des loyers concernés. Il va y avoir 6% des loyers qui vont être concernés par la baisse, donc 3,5% pour les locations nouvelles et 2,5% pour les renouvellements, tandis que 3,5% des loyers vont augmenter du fait de cet encadrement par le biais des loyers de référence. Alors c'est un peu en plus une usine à gaz qui fait peur aux bailleurs. On est submergé effectivement d'appels téléphoniques. Beaucoup d'appels téléphoniques, donc au mois d'août. Ouais, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup d'inquiétudes, notamment des petits propriétaires, parce qu'on a souvent tendance à oublier en France que le propriétaire bailleur, c'est pas l'immense propriétaire qui dispose de plusieurs immeubles, c'est souvent le retraité qui a un appartement à Paris qui lui sert de complément de revenus. Et donc ça pose de gros problèmes. Alors évidemment, on n'a aucun recul. J'ai vu qu'il y avait un communiqué de la ville de Paris hier disant que tout marchait bien. Oui, c'est ça. En fait, la ville de Paris a envoyé un communiqué en disant que finalement, selon une étude de Meilleurs Agents, au mois d'août, certains propriétaires bailleurs auraient anticipé en fait, sur des loyers excessifs, auraient baissé les loyers. Et donc, la mairie de Paris se félicite de ce premier indicateur. Oui, mais est-ce que c'est dû vraiment à l'encadrement? Je crois que c'est quand même un peu tôt pour le dire. Il faut toujours avoir un petit peu de recul pour voir les portées des dispositions. Je pense que c'est simplement la continuité. Des appartements qui n'arrivent pas, c'est la loi du marché, qui n'arrive pas à trouver un locataire, le propriétaire est obligé de baisser, c'est tout à fait normal et c'est ce qui se produisait depuis plusieurs mois. Donc franchement, l'encadrement n'arrive à notre avis pas à un bon moment et d'ailleurs on a déposé 2 recours. On a déposé un recours contre le décret devant le Conseil d'État et on a déposé également un recours contre l'arrêté devant le tribunal administratif. Pourquoi? Parce qu'on estime que les maillages, les zonages et les détails ne sont pas assez précis sur les quartiers, etc. Typologie de biens notamment. On propose l'encadrement de loyer parfois avec moins de 50 références. Quand on veut vous fixer un loyer avec moins de 50 références. En plus, il y a une incertitude bien évidemment du bailleur vis-à-vis de la possibilité de contestation du locataire, puisque je rappelle que le locataire va avoir 3 mois pour contester le loyer devant la commission de conciliation. Et ce délai peut être porté à 5 ans devant le tribunal d'instance. Vous imaginez cette insécurité juridique qui ne rassure pas les bailleurs. Je rappelle que la loi Allure avait dit dans son préambule, comme toutes les lois qui sont succédées depuis 20 ans, que c'était une loi pour équilibrer les rapports entre les bailleurs et les locataires. On peut constater malheureusement que c'est un agrandissement du fossé, si vous voulez, puisque le locataire en France est déjà un des plus protégés au monde et qu'il va y avoir à nouveau cette surprotection. D'ailleurs, c'est pareil pour le bail type qui vient de sortir. Justement, donc là, pour l'encadrement des loyers à Paris, pour vous, c'est une mauvaise mesure, il faudra revenir dessus. Autre nouveauté, alors là, qui concerne en fait l'ensemble des Français, c'est le nouveau bail type qui est entré là en vigueur depuis le 1er août. Doit figurer sur ce bail type le précédent loyer, la liste de tous les travaux effectués, etc. etc. Est-ce que pour vous, ce nouveau contrat de location va dans le bon sens? Alors, je vais avoir une réponse nuancée.
D'abord, s'il y a eu un bail type, ça prouve bien que la législation est telle qu'il a fallu figer dans un bail formaté toutes les dispositions. Parce que la législation, ces 30 dernières années, s'est tellement accentuée que ça devient très compliqué, alors bien sûr pour les particuliers, mais même pour les professionnels. Donc le législateur a jugé nécessaire, effectivement, de créer ce bail type. Moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé ma carrière il y a 27 ans, un bail, c'était 2 pages de conditions particulières, 4 pages de conditions générales. Il n'y avait pas plus de litiges que maintenant, il n'y avait pas plus de difficultés. Maintenant, un bail fait environ 32 pages. Donc c'est un formalisme absolument incroyable. Évidemment, j'y inclus dedans tous les diagnostics qui doivent y être joints. Donc on passe en fait de 7 à une trentaine de pages selon vous, mais on dit que ça a été progressif. C'est pas à cause du bail type qu'on est passé à 32 pages, mais ça ne fait qu'augmenter le score, si on peut dire. Pour le locataire, c'est beaucoup plus transparent. Pour le locataire, c'est beaucoup plus transparent, mais vous savez, quand vous assistez à une signature de bail, finalement, vous commencez la lecture et le locataire, il passe, il va regarder surtout le loyer, la surface. Les autres dispositions sont d'ordre public, ils les connaissent de manière générale. Donc finalement, ça augmente, si vous voulez, ce formalisme. Et n'oublions pas que parallèlement, depuis l'année dernière, on a plafonné les honoraires de location pour les actes administratifs faits par le professionnel. Donc ce qui fait qu'on est dans cette phase où on demande de plus en plus de travail, parce que ça demande du travail, aux professionnels, et en même temps, on réduit ou on plafonne le niveau des honoraires. Donc, encadrement des loyers, ça ne va pas. Le nouveau contrat de location, ça ne va pas. Et le nouveau contrat concernant les copropriétés, le contrat de syndic, est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, juste pour revenir sur une petite parenthèse sur le contrat de bail, le contrat de bail a surtout été travaillé par la CDC, la commission de concertation. Le contrat de syndic a été travaillé très en amont par le CNTGI, qui, je vous rappelle, est composé de 7 membres. Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Donc représenté par 7 membres professionnels et 5 associations de consommateurs. C'était un dossier primordial pour nous. Quand je dis pour nous, les consommateurs et les professionnels. On a pris ce dossier extrêmement en amont, c'est-à-dire qu'on a constitué des groupes de travail. Et je dois vous avouer qu'il y a eu un travail vraiment très intéressant de fait, très harmonieux. Il y a eu un consensus, une volonté d'aller en avant, sans dogme. Donc il y a eu un travail vraiment très bien fait, vraiment dans une bonne ambiance, dans une bonne atmosphère et avec une volonté marquée de la part des 2 partenaires sociaux, parce que j'estime que nous sommes des partenaires sociaux au sein de ce CNTGI. On a présenté un contrat de syndic donc, qui était approuvé par l'ensemble des parties, qui était clair, concis, qui faisait 7 pages. En retour, la chancellerie nous a proposé quelque chose de 17 pages, assez mal rédigé. Et ça, malheureusement, c'est souvent le cas maintenant. Les textes sont de plus en plus mal rédigés, donc susceptibles de recours. Et donc, il ne nous satisfait pas. D'ailleurs, il faut rappeler que le CNTJ a voté majoritairement contre le contrat de syndic. Bon, maintenant, il est là. On fait avec. Le principe de base, c'est quoi? C'est tout sauf. C'est-à-dire qu'en fait, on a une liste limitative des prestations particulières, donc qui font l'objet d'un honoraire particulier. Donc ça, c'est totalement encadré. On a une liste non limitative des prestations forfaitaires. Alors moi, le danger que j'y vois, si vous voulez, c'est que quand on va de plus en plus avancer dans des obligations qu'on va nous imposer au fur et à mesure du temps, on va les mettre bien évidemment dans les obligations forfaitaires et pas dans les prestations particulières. Donc là encore, on revient au même système. On a une augmentation de charges de travail de plus en plus compliquée et en même temps, on va essayer de nous demander évidemment de stabiliser, voire de baisser nos honoraires. Pour terminer, Christophe Tanet, si l'on évoque là le marché, avec des transactions qui repartent, oui, mais dont les résultats sont quand même fragiles, avec des prix qui baissent, mais pas partout et pas au même rythme, et puis la construction qui tourne au ralenti, comment sortir de la crise du logement? Alors, il y a plusieurs axes. D'abord, au niveau de la construction, tout le monde le répète, il faut construire, 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 ça ne se décrète pas, mais il y a des axes simples. D'abord, il faut simplifier les formalismes. Ensuite, il faut réduire le temps des opérations, parce que c'est impossible en France que tout prenne des semaines ou des mois.
Et ensuite, il faut impérativement donner une stabilité fiscale et une lisibilité fiscale. On ne peut pas changer les règles du jeu en permanence. L'investissement immobilier est un investissement lourd, c'est un investissement de long terme. Il faut donc que les investisseurs aient cette lisibilité. Pardon. Pour le propriétaire bailleur, il y a des axes assez simples. On pourrait très bien, par exemple, faire des baux conventionnés qui permettraient de sortir de l'encadrement des loyers en contrepartie, par exemple, de travaux dans le cadre de la rénovation énergétique préconisée par Ségolène Royal. Parce qu'à un moment, tout arrive au bout du tunnel. On va demander aux investisseurs et aux bailleurs d'investir dans des appartements pour des travaux, notamment en rénovation énergétique, et en même temps, on encadre les loyers. Donc il y a quand même de grosses difficultés à ce niveau-là, forcément. Et vous seriez pour la création d'un statut fiscal du bailleur privé? Impérativement. Je rappelle que le bailleur a deux rôles essentiels. Il a un rôle sociétal. Il y a 50% des gens qui sont locataires en France. Sans propriétaire, il n'y a pas de locataire. Donc il faut respecter ce statut. Et d'autre part, il a un rôle économique non négligeable. Le propriétaire fait des travaux dans son appartement et donc fait travailler les entreprises du bâtiment. Christophe Tanet, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.